Bonjour, on va parler aujourd'hui de la sémiologie urologique, c'est-à-dire les différents symptômes responsables des pathologies urologiques. Et on va commencer tout d'abord par l'examen clinique, à savoir l'interrogatoire, l'examen physique, et puis les différents signes fonctionnels, comme on avait dit, qui sont responsables des différentes pathologies urologiques. Il faut savoir que l'appareil urinaire est composé de deux parties. L'appareil urinaire supérieur est composé des reins, avec une partie parenchymateuse corticale et médulaire, et une partie composée de voies excrétrices qui vont excréter les urines, d'abord les calices, le pilon et puis l'urtère, pour redescendre au niveau de la vessie où commence l'appareil urinaire inférieur. Donc la vessie constitue un réservoir pour les urines. Après miction, donc l'urine va être circulée dans l'urètre pour être évacuée. Notre examen clinique doit être méthodique. On commence par l'interrogatoire, l'examen physique, et puis les examens complémentaires biologiques, radiologiques vont être demandés en fonction des signes d'appel. Alors il faut mettre le patient en confiance, saisir la signification des symptômes pour faire le lien et faire la synthèse sémiologique. Donc l'interrogatoire va préciser les antécédents personnels et familiaux, médico-chirurgicaux, urologiques et génitaux. L'interrogatoire précise également les caractères des symptômes, à savoir la date de survenue, le caractère isolé ou associé, le mode évolutif, qui soit spontané ou provoqué, éventuellement s'il y a des signes qui apaisent ou aggravent ou provoquent ces symptômes. Les signes généraux, on peut trouver des signes en faveur d'infections parenchymateuses telles que la fièvre, les frictions, l'altération générale, ou bien des signes plus qui nous orientent plus vers une pathologie chronique ou bien un cancer, tels que l'amaigrissement, l'anorexie, l'asthénie et la pâleur. Pour les signes fonctionnels, on commence d'abord par la douleur et on précisera son mode de début, le siège exact, l'irradiation, l'intensité, le type de douleur, son évolution, les facteurs qui déclenchent, qui aggravent ou calment la douleur. Alors, on commence par les douleurs du haut appareil urinaire, qui sont liées à la mise en tension de la capsule rénale, par exemple une tumeur rénale, lorsqu'elle prend du volume, elle comprime la capsule et elle peut provoquer une douleur. Ou bien, elle peut être secondaire à une mise en tension de la voie excrétrice, c'est-à-dire il y a une dilatation de la voie excrétrice secondaire à un obstacle situé à un point sur la voie excrétrice. On commence par le signe le plus simple, c'est la lombalgie. Alors, il signifie une douleur unilatérale qui siège dans l'angle costo-vertébral postérieur, qui peut être due à un obstacle, un œdème du parenchyme rénal, une hémorragie ou bien une ischémie. Deuxième signe, c'est la colique néphrétique qui traduit une mise en tension brutale de la voie excrétrice avec une douleur plus aiguë que la lombalgie, avec un début brutal de la fosse lombaire qui est unilatérale et elle irradie typiquement depuis le flanc vers l'aine et les organes génitaux. Donc, le début est lombaire et puis elle descend vers les organes génitaux. Elle s'accompagne souvent d'une agitation, vu l'importance de la douleur. Elle est continue avec des renforcements paroxystiques, sans position antalgique, ni facteur calmant de la douleur. Troisième type de douleur de la voie excrétrice supérieure, c'est les douleurs permictionnelles ascendantes au niveau de la fosse iliaque et qui traduisent un reflux vésico-rénal d'urine. Lorsqu'on a une béance des méa urétéraux, le patient
peut présenter lors de la miction un retour des urines de la vessie vers les uretères qui va provoquer cette douleur qu'on appelle la douleur périmictionnaire. Les douleurs du bas appareil urinaire, on distingue les douleurs vésicales qu'on appelle cystalgie, c'est des douleurs hypogastriques qui sont généralement rythmées par l'émission et par l'état de répression de la vessie, qui peuvent les déclencher, les renforcer ou les calmer. Ces douleurs peuvent irradier de manière ascendante vers la région lombaire ou bien descendante vers l'urètre. Vous voyez en bas la photo d'une vessie qui est hyperémiée, inflammée, secondaire généralement à une infection urinaire. On passe aux douleurs inguinoscrotales. Là, on peut être devant deux cas de figure. Soit le début est progressif, là c'est plus les pathologies tumorales, ou bien brutal, et là on suspecte plus une pathologie vasculaire, par exemple une torsion du cordon spermatique, on voit dans l'image à droite, ou bien traumatique ou infectieux. Les douleurs scrotales, qui peuvent être aiguës, comme les orchites, les douleurs lors d'une infection tésticulaire, ou bien chronique, peut avoir une hydrocèle, ou bien un cancer du testicule. Les douleurs périnéales, qui sont situées en arrière des bourses, peuvent révéler une pathologie urétrale ou cervico-prostatique, le plus souvent infectieuse ou tumorale, et ce d'autant plus qu'elles sont rythmées par la miction ou l'éjaculation, et elles peuvent irradier vers le gland. Deuxièmement, la modification de la diurèse, qui peut être quantitative ou bien qualitative. La diurèse, c'est quoi? C'est la quantité d'urine émise par unité de temps. Elle varie avec les apports hydriques et avec les différentes pathologies rénales. Une diurèse normale est comprise entre 1 à 2 litres. On commence par les anomalies quantitatives, ça veut dire le volume des urines émises, qui peut être soit augmenté, soit diminué. Premièrement, on a la polyurie. C'est une diurèse journalière supérieure à 2 litres. Les principales causes sont l'augmentation des apports hydriques, la polyurie osmotique chez, par exemple, le diabétique sucré, en cas de V d'obstacle, la polyurie induite par les diurétiques. Alors là, il faut faire la différence entre une polyurie, une augmentation du volume de la diurèse, de la pollakiurie, c'est une augmentation de la fréquence d'émission. On fait la différence entre les deux pathologies par le catalogue mictionnel qu'on demande au patient de remplir. Alors là, il va recueillir sur les 24 heures toutes les urines émises. Il va noter l'heure de la miction et le volume. Donc, la pollakiurie, c'est l'augmentation du volume qui dépasse les 2 litres, alors que la pollakiurie, c'est l'augmentation de la fréquence d'émission. Deuxième anomalie quantitative, l'oligurie. Par contre, là, il y a une diminution de la diurèse qui est inférieure à 500 ml. Enfin, on a l'anurie, qui est l'absence de diurèse, ou bien elle peut être inférieure à 100 ml avec une vessie vide. L'anurie dans le diagnostic différentiel avec la rétention aiguë d'urine. Donc l'anurie, les reins sont hydronéphrotiques et la vessie est vide, contrairement à la rétention aiguë d'urine,
où la vessie est remplie. Il y a un obstacle cervico-prostatique qui empêche le patient d'uriner. On passe aux anomalies qualitatives des urines, qui sont normalement jaune citrin, de même type. Alors, on a la pathologie ou bien le signe le plus fréquent en urologie, qui est représenté par l'hématurie, c'est la présence de sang dans les urines. Alors que les urines sont rouges ou rosées, elles peuvent être d'origine urologique, souvent lorsqu'elles sont accompagnées de caillots de sang. Là, ça signifie qu'il y a une lésion urologique, ou parfois d'origine néphrologique. Le saignement peut provenir de la papille rénale jusqu'au col vésical ou bien l'urètre prostatique sussphinctérien. Au-delà, c'est-à-dire au-delà de l'urètre prostatique sussphinctérien, on peut avoir un saignement en dehors des missions qui correspond à une urétroragie. Donc là, il faut faire la différence entre une hématurie et une urétroragie. L'hématurie, c'est la présence de sang dans les urines lors de l'admission. D'accord? Alors que l'urétroragie, c'est l'issue de sang par le méa urétral en dehors des mictions. La pyurie, qui correspond à la présence de pus dans les urines, avec un aspect trouble, comme vous voyez à gauche dans le flacon. Donc ces urines peuvent être plus ou moins purulents. Au niveau de la bandelette urinaire, on peut trouver des leucocytes ou bien des nitrites qui sont en faveur d'une infection urinaire. Si toutes les urines infectées sont troubles, toutes les urines troubles ne sont pas toujours infectées. On peut avoir parfois des colorations par certains cristaux, tels que les urates et les phosphates, qui donnent un aspect trouble aux urines. La pneumaturie, c'est la présence de gaz dans les urines. La fécalurie, c'est la présence de matière fécale dans les urines. Alors, pneumaturie et fécalurie témoignent d'une communication anormale entre l'appareil urinaire et l'appareil digestif. Généralement, c'est des fistules entérovésicales ou bien colovésicales. Enfin, la chylurie, qui est la présence de liquide lymphatique dans les urines et qui correspond à une fistule entre le système lymphatique et le système urinaire. Troisièmement, les troubles de la miction, ou bien les symptômes du bas appareil urinaire qu'on appelle les SBO. Une miction normale doit être volontaire, indolore, sans difficulté et complète. Alors on distingue deux types de troubles de la miction, ou bien de SBO. Les troubles obstructifs, qui sont secondaires à un défaut d'évacuation cervico-prostatique, c'est-à-dire sous le col vésical, qui est d'origine d'un obstacle au niveau de l'urètre ou bien au niveau de l'urètre prostatique, et les troubles mictionnels irritatifs, secondaires à un dysfonctionnement du stockage de la vessie ou bien à une irritation de la paroi vésicale. On commence par les troubles mictionnels obstructifs ou de vidange, représentés par la dysurie, qui est la difficulté à uriner, avec les caractéristiques suivantes: un démarrage lent de la miction, un jet faible, des mictions en plusieurs temps et des gouttes retardataires. Généralement, l'obstacle se situe au niveau de l'urètre pénien, périnéal ou bien prostatique, et ça se voit surtout chez les sujets âgés qui ont des adénomes de prostate. Ensuite, nous avons les troubles mictionnels irritatifs ou de stockage, représentés principalement par la pollakiurie, qui est l'augmentation de fréquence des mictions, et qui représente le différentiel de la polyurie qu'on a vu tout à l'heure. Alors, la pollakiurie, qui est l'augmentation de la fréquence d'émission, peut être diurne, lorsque l'intervalle entre deux missions est inférieur à 3 heures, ou bien nocturne, lorsque le patient se réveille plusieurs fois, plus de 3 à 4 fois par nuit,
pour uriner. Autre trouble irritatif, on a les brûlures mictionnaires qui peuvent être pré-, ou post-mictionnaires et qui témoignent généralement d'une inflammation ou bien d'une infection du bas appareil urinaire. L'impériosité ou l'urgenturie, comme son nom l'indique, c'est l'urgence d'uriner. Le patient a une envie urgente d'uriner, il ne peut pas se retenir et ça peut se terminer par une incontinence ou bien une fuite d'urine. Ensuite, il y a l'incontinence urinaire. Alors, ça correspond à une perte involontaire d'urine par le méa urétral. On précise, la perte involontaire d'urine par le méa urétral. Et ceci est dû à une incompétence du système sphinctérien vis-à-vis des pressions vésicales. C'est l'apanage des femmes. Elle peut être liée à l'effort, on appelle incontinence urinaire d'effort, ou bien une incontinence urinaire par impériosité. Il y a deux mécanismes, soit on demande au patient quand est-ce que vous avez cette incontinence, elle décrit, soit lors de la toux, la marche, et là, il y a une hyperpression abdominale sur la vessie qui fait que elle perd ses urines. Ou bien l'incontinence urinaire par impériosité, là, c'est un effet d'irritation vésicale suite à un dysfonctionnement neurologique. La patiente vous dit ou bien décrit que lorsqu'elle touche de l'eau froide ou bien une clé, elle a une sensation impérieuse, voire une incontinence, et elle ne peut pas retenir ses urines. Donc, lorsque l'incontinence devient sévère, et là je précise toujours, l'incontinence urinaire, c'est la perte involontaire d'urine par le méa urétral. Et lorsque ces deux mécanismes ne sont pas traités, là, l'incontinence peut devenir permanente avec une disparition de tout besoin d'uriner, en l'absence de traitement des deux types d'incontinence. Ensuite, nous avons les fistules urinaires qui constituent le diagnostic différentiel avec l'incontinence urinaire. Et là, les d'urine fait suite à une communication anormale entre la vessie et notre cavité. Par exemple, il faut avoir une fistule vésico-cutanée, ou bien vésico-vaginale chez la femme, ou bien vésico-digestive. Ou bien, nous avons les fistules urétrales, elles sont plus fréquentes chez l'homme, après des sondages multiples mal faits. Bien mal faits. L'énurésie, c'est l'émission inconstante et involontaire d'urine pendant le sommeil chez l'enfant de plus de 5 ans. Donc on parle d'énurésie à partir de 5 à 6 ans. Et ceci est dû à un retard dans le système de contrôle du système sphinctérien pour l'enfant. Enfin, on a la rétention urinaire aiguë, c'est l'absence de miction malgré un besoin impérieux et douloureux d'uriner sur une vessie pleine. C'est le diagnostic différentiel avec l'anurie. Là, comme vous voyez sur la photo, dans la rétention, la vessie est pleine et l'obstacle est cervico-prostatique. Ça veut dire soit au niveau du col, soit au niveau de la prostate. Contrairement à l'anurie, la vessie est vide et l'obstacle se situe au-dessus de la vessie. Les écoulements urétraux, donc avec des taches que le patient décrit au niveau des sous-vêtements et qui témoignent d'une lésion de l'urètre en aval du sphincter strié, peuvent être hématiques, ce qu'on appelle urétroragie, diagnostic différentiel avec l'hématurie. Là, le sang vient du méa en dehors des mictions, alors que l'hématurie, c'est la présence de sang lors de la miction. Et nous avons les urétrites, c'est des écoulements purulents qui témoignent d'une infection génitale. L'hémospermie, c'est la présence de sang dans le sperme et qui traduit un état inflammatoire des vésicules séminales, le plus souvent sans gravité. Enfin, les troubles génitosexuels qui peuvent toucher indépendamment soit la sexualité, l'érection, l'orgasme ou l'éjaculation. L'examen physique. L'examen physique recherche des éléments objectifs
Suite aux signes fonctionnels que le patient a décrits, là on examine le patient pour rattacher ces symptômes à une pathologie. Alors, l'examen physique doit être méthodique et on commence du haut vers le bas. On examine les fosses lombaires, l'abdomen, les organes hypogastres et on descend vers les organes génitaux avec le périnée et on pratiquera les touchés pelviens et on examine le jet urinaire. On commence par l'examen de l'abdomen. Alors nous avons dit qu'il faut être méthodique, on commence par l'inspection, la palpation, la percussion, l'auscultation et puis l'examen des orifices urinaires et les touchés pelviens. On commence par l'inspection, à la recherche d'une cicatrice, d'intervention chirurgicale, d'une voussure ou bien des signes d'inflammation qui nous orientent vers une pathologie infectieuse. La palpation des fosses lombaires se fait avec les deux mains réchauffées. Le malade en décubitus dorsal, les jambes demi-fléchies. Comme vous voyez sur les photos, la main postérieure à plat entre la 12e côte et la crête iliaque. La main antérieure va palper profondément ou bien va déprimer la paroi antérieure au niveau de l'hypocondre et le flanc. Normalement, une fosse lombaire normale est souple et indolore. Le rein n'est pas perçu, sauf chez le sujet maigre, où on peut palper le pôle inférieur. Maintenant, parfois, en cas de tumeur rénale volumineuse, on peut percevoir cette masse par la palpation. On peut percevoir des signes tels que la défense, le contact lombaire ou bien une contracture. Ça témoigne plus de signes infectieux, par exemple une pyélonéphrite ou bien une pyonéphrose. Et là, généralement, il y a des signes accompagnateurs, la fièvre, une zone rougeâtre sur la fosse lombaire et une infection urinaire. On descend ensuite le long des uretères et au niveau de l'hypogastre, à la recherche d'une voussure ou une lésion ou bien une défense ou contracture hypogastrique. Ensuite, examen des orifices urinaires et des organes génitaux externes. Et on passe à la percussion de la région lombaire, de la région hypogastrique à la recherche de lobe vésical. D'accord. Et on termine par l'auscultation abdominale à la recherche d'un souffle dont on doit préciser le siège, l'intensité et l'irradiation. Par exemple, ça peut témoigner d'une sténose d'une artère rénale ou bien d'une fissure artério-veineuse. L'examen des organes génitaux va comprendre l'examen du méac urétral et le contenu scrotal, à savoir le testicule, l'épididyme et le déférent. Les touchés pelviens, à savoir le toucher vaginal chez la femme, pour apprécier les paramètres, la taille de l'utérus et les ovaires, la qualité des muscles sous le releveur. L'examen spéculum va apprécier le col, à la recherche d'éventuels prolapsus, et le toucher rectal, surtout chez l'homme, donc très important, sur un malade allongé, sur un plan dur, avec des cuisses fléchies en position gynéco, vessie et rectum vide. Donc, comme vous voyez sur la photo, l'index introduit à l'intérieur de l'ampoule rectale et la deuxième main, va déprimer la région hypogastrique pour apprécier la prostate et le plancher vésical. Une prostate normale, normalement elle est faite de 2 lobes latéraux, elle est indolore, elle est souple, symétrique et séparée par un sillon médian. Et le plancher vésical, normalement, est souple. Parfois, lorsqu'on a des tumeurs vésicales très importantes et lorsqu'elle devient localement avancée, on peut avoir un plancher qui est fixe et qui est rigide. On termine notre examen clinique par l'examen neurologique du périnée pour apprécier la sensibilité, le tonus musculaire et les différents réflexes. Une fois l'examen physique terminé, on demande au patient d'uriner afin d'apprécier la qualité et la quantité et l'aspect des urines. Cela va nous orienter ou bien va confirmer les symptômes que le patient a décrits. Donc, on précisera la qualité du jet, la quantité d'urine émise et l'aspect
des urines avec la recherche d'un éventuel résidu post-mixonné.